Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais Oui. que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, le magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Et ce vendredi, malheureusement, il est un peu trop réel. La bonne nouvelle de la semaine, c'est bien évidemment la levée du couvre-feu après 345 jours. On en parle dans un instant. Aujourd'hui, on vous parle aussi d'une campagne présidentielle en France très particulière, marquée par les surenchères inédites, qui se résument en quelques mots: qui sera le plus raciste? Les impôts, la fiscalité et toi, pourquoi tu payes si peu tes impôts? Le ministre de la Justice a révélé un chiffre hallucinant, celui des avocats qui ne paieraient que 10 000 dirhams par an. Ils ont bien de la chance. On parlera de sport aussi, bien sûr, et d'un métier à chaque fois sur le fil du rasoir. Je t'aime moi non plus, la difficile situation des entraîneurs aimés ou détestés du jour au lendemain. Et puis, nous vous parlerons aussi d'une découverte incroyable pour sauvegarder la planète. Au moment où se clôture la COP26, un chercheur marocain a peut-être trouvé la solution. Il sera avec nous dans un instant, c'est le professeur Adnan Remmel. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour tout le monde. Bonjour Tia. Bonjour toute seule. Bonjour Salima. Bonjour. Moi j'ai été sage hier soir. T'as été très sage. D'accord. ok. Qui ne l'a pas été? No comment. Amine, oui, il a été sage. Ah oui, comme tous les soirs. Vos vies personnelles ne m'intéressent pas. L'image de la semaine, c'est bien évidemment celle que nous nous sommes tous partagés, la levée du couvre-feu, enfin. Vous pouvez découvrir les images, bien évidemment, puisque je vous rappelle que l'hebdo, c'est à suivre sur l'antenne de Radio 2M et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Cette image avec cet urgent, la levée du couvre-feu. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'on pense d'abord à nous et eux, alors... En roulant hier soir, j'ai pensé à tous ces hommes chaque soir sur les barrages routiers jusqu'au bout de la nuit pour faire respecter les consignes. Je les ai imaginés se passer le mot de ville en ville pour se dire « on ne sera pas obligé d'attendre le lever du jour avant de regagner notre domicile ». J'ai imaginé leur joie appeler leurs femmes pour leur dire « à partir de ce soir, chérie, je vais peut-être enfin pouvoir dîner avec toi ». Je les ai imaginés sur leur téléphone appeler leurs amis pour leur dire « 345 jours précisément de couvre-feu et maintenant on fait quoi ?» Je les ai imaginés se taper dans les mains, sauter en l'air, donner des coups de pied à leurs barrières pour leur dire adieu. Parce qu'avec eux, après nous être côtoyés chaque jour, chaque soir, nous avons créé un lien presque affectueux. Eux à qui nous n'adressons pas un regard, devant qui nous ne faisons que freiner un peu la vitesse de nos pneus. Eux, nous n'en parlons jamais, ce sont nos forces de l'ordre, les flics, la police, la flicaille, les uniformes avec qui nous ne mettons jamais les formes. Dans la nuit noire, quand il n'y avait pas un qui-vive sur les routes, ils étaient là et avec eux rassurés, je pouvais continuer mon chemin. Eh bien, vous allez presque me manquer. Un jour, c'est juré, je m'arrêterai juste pour vous serrer la main. Oh Quel talent. mais Mais qui êtes-vous? Là, franchement, c'est trop bien. Non, Merci. sérieux. Non, c'est trop. Non, En c'est plus, trop on bien. n'était pas au courant. Non mais surtout En plus, dit-il, voilà, on n'était pas au courant du tout. Dit-il avec la surprise de l'homme qui n'y croyait pas ou n'y croyait plus. Mais il y avait C'est pire. une ambiance hier particulière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai, il nous arrive tous de rentrer très tard le soir chez nous. Travail. De travail, Bien bien sûr. évidemment. Travail, Bien bien évidemment, sûr. Quoi puisqu'il d'autre? y avait le Au sport, couvre-feu. au sport. Non, mais c'est quand même 345 jours on a vécu avec le couvre-feu. Et ce qui me m'est arrivé est personnel, mais je m'imagine que de nombreux Marocains l'ont vécu, avec quelques policiers, je dirais ni où, ni qui, ni comment, que je croise tous les soirs quand je finis très tard, sur des tronçons nuit noire, bien évidemment, pas un qui vive nulle part. Et quelquefois, je m'arrête. Et à eux, on ne pense pas parce que je leur dis je suis contente, je vais rentrer chez moi, retrouver ma famille, qui me dit vous avez bien de la chance parce que nous, ça dure. Quoi. C'est vrai que... Et c'est vrai que la levée du couvre-feu, on a pensé à nous, mais ces hommes, et c'est eux qu'il faudra applaudir, en fait, pas moi, mais parce que ça fait quand même longtemps que ça dure pour eux. Ils restent toute la nuit. Tu leur as quand même rendu un très bel hommage. Ouais. Ouais. C'est pour vous. Ouais. Bon, il n'avait quand même plus aucun sens, ce couvre-feu, depuis plus de 2 mois.
Juste pour revenir à ce couvre-feu qui est très positif pour plein de gens, rendons aussi hommage à tous ces musiciens qui pour l'instant ne peuvent pas encore jouer en fait dans les restos et il y a une problématique qu'il va falloir à un certain moment régler. Parce que Je pense que c'est une première étape, lever du couvre-feu, et puis ensuite, pour ce qui est, tu parles des restaurateurs, des musiciens. de tous les musiciens, Voilà, c'est bien ça. sûr, bien évidemment. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout ouvrir d'un seul coup, donc Ouais, tout ouais, ça va ouais. se faire de Je manière pense graduelle. que chouïa, Mais déjà le message Ça fait d'ouvrir les Mais restos déjà, il jusqu'à faut se 1h du mat. réjouir de ça. Bien sûr, largement. Ça y est, quoi. Après, comme disait Selima, ça couvre-feu. n'avait plus aucun sens depuis quelques mois maintenant. Il était plus respecté déjà. Déjà pas trop respecté. Enfin, si respecté par les professionnels, parce Oui. que bon, les restos quand même continuent à fermer à 11h. Maintenant, ça allait C'est pas jusqu'à faux. 1h, donc je pense que c'est des signaux forts. Mais maintenant, vu que chacun prêche pour sa paroisse, il a pensé musicaux, je pense à tous ces fans de sport On va en parler, Voilà. Non, mais bien qui sûr. aimeront retrouver les stades. On va prendre Alors, la s'il vous plaît. direction. On va Aidez-moi. prendre la direction de la France pour un œil sur le monde. La campagne présidentielle bat son plein en ce moment. Une campagne assez invraisemblable tout de même. Les candidats défilent sur tous les plateaux de télé et ils n'ont qu'un mot à la bouche, la chasse aux sorcières, les migrants. C'est à celui qui sera le plus raciste. Un œil sur le monde. Ils ont surgi de nulle part. Personne ne les attendait. Les 4 de l'Apocalypse. Le Ku Klux Klan, une pâle copie de ce dont ils sont capables. Leur mission, astiquer la Gaule. Si ça continue ainsi, on va à la guerre civile. Et on a déjà commencé. Lui, c'est Zemmour, le plus moche, le plus teigneux. Là où il passe, l'arabe ne repousse pas. Un Attila des temps modernes. Au nom d'une France, plus blanc que blanc, rien, ni personne, même pas Zidane, n'arrête les 4 mercenaires. Donc je suis décidé à taper au portefeuille. C'est-à-dire il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts. Ça ne sert à rien de détourner la tête. Immigration incontrôlée, avec des personnes qui rentrent en France pour commettre des attentats, mais aussi intégration ratée. Arnaud de Montaugour, Arnaud qui a tout faux, sans voix ni loi. Arnaud de sa mère, en pleine croisade, file le parfait amour avec la glaciale, la rigide, la frigide Pécresse. Frigide, je n'en sais rien, mais devant ses convictions, on y perd sa libido. Pour Valérie, le terrorisme et l'immigration, un seul et même ennemi, c'est kiff-kiff. Nous devons avoir, à travers ce moratoire, le temps de remettre à plat, de corriger tout ce qui ne fonctionne pas. Les 4 de rien du tout. Dehors la loi. Oui, c'est un jeu de mots. La loi du vivre ensemble. Out of França. Bientôt sur vos écrans, Total et sur Netflix. Oui, c'est en arabe, yallah. Le niveau entre Tria, On devrait partir. Comment tu fais qu'on fasse aussi bien? Non, mais sérieusement. Non, chaud, mais ça va être une horreur. Je vous remercie pas, messieurs, dames. Très honnêtement, je vous remercie pas. C'est vrai que c'est quand même une histoire de dingue ce qui est en train de se passer en France. Bizarrement, on a l'impression que ça ne choque plus personne. Ils sont là, sur tous les plateaux de télé, à enfoncer les mots racistes entre le mot arabe qui devient, mais alors, normal de citer l'autre qui te dit, non mais les noirs, il faut que... figure-toi qu'il n'y a pas trop de volets religieux. Trop pointu, mais le mot en fait phare qui revient, c'est le mot expulsé. C'est le mot race. Expulsé. Zemmour, il a dit 133 fois exactement. Eh ben, messieurs, dames, et le mot race. Messieurs, tu as dames, raison. rendons hommage, bien évidemment, à Monsieur Sarkozy, la personne qui a démocratisé, qui a rendu ce discours politique Vous voulez savoir raciste. pourquoi Je peux vous le dire. Chose qui était l'apanage. Tu peux nous le refaire? Non. Il est en forme, il est en forme aujourd'hui. C'est bien. En fait, on en parle tellement que ça devient obsessionnel. Moi, Oui. je refuse d'en parler. Et d'ailleurs, Je te sais pas si- remercie de dire juste cette phrase. On en parle tellement qu'on l'a banalisé. Ah oui, Exactement. C'est ça qui est en train de se passer. À On tel en parle. point. Non, mais est-ce tellement que vous trop. avez vu le Moi, je trouve lapsus qu'il y a- révélateur de Gilles Boulot, le pauvre? Parce que Oui. je peux comprendre. Levez ça le arrive à voile, tout le monde. levez-le. Oui, voilà. Levez le voile et... Non, le contrôle du pass sanitaire, le contrôle du port du masque et du port au lieu de Du port voile. du masque, il a dit port du voile, le pauvre. Mais on en parle tellement que ça devient. Et moi, je pense qu'il y a eu un point d'inflexion, pour moi en tout cas, hein, je ne suis pas
peu plus que ça la campagne présidentielle française qui officiellement n'a toujours pas commencé. Pour moi, c'est quand Mélenchon a accepté de débattre avec Zemmour. Alors que Mélenchon a toujours refusé de banaliser ce discours-là et donner la crédibilité à des gens qu'il estimait être racistes tout simplement. Et le jour où il accepte de débattre à la télévision avec tout le monde lui a posé la question après le débat. Il a été extrêmement critiqué. Bien sûr, bien sûr. Au Et sein pour de moi, son c'était propre camp, bien sûr parce que il avait toujours une posture avec laquelle il a toujours été très droit. Oui, mais il a Donc, décidé de débattre avec lui quand Zemmour était à 10 points dans les sondages. C'est-à-dire que à la rigueur, on s'en fout. C'est-à-dire que ce discours-là n'a pas été démocratisé parce qu'à un certain moment, Mélenchon a décidé de débattre avec Zemmour. Non, je dis à un certain moment, quand la gauche extrême qui est censée faire front contre justement cette droite extrême et ses idées rances acceptent de leur donner de la légitimité en étant avec eux sur un même plateau, pour moi c'est le début de la fin. Non, tu donnes pas de la légitimité parce que tu débats avec quelqu'un. Bien sûr que si. Bien si quand même. Parce que quand tu refuses un débat, c'est que tu le reconnais pas. Tout le monde donne de la légitimité alors que le mec il est même pas encore candidat. D'ailleurs, comment il s'appelle, Ruquier a été le premier, il y a peut-être 2-3 ans, à avoir fait son mea culpa en disant je regrette aujourd'hui d'avoir donné une tribune. C'est le plus grand à Zemmour. hypocrite qui puisse exister en fait dans le On va peut-être s'arrêter là sur le sujet. D'ailleurs, c'est pas le sujet. C'est pour l'audimat, c'est tout. Oui. C'est une horreur. C'est le moment de faire entrer notre invité. C'est un chercheur marocain de renommée internationale qui mériterait d'être davantage connu de tous les Marocains. En 2017, c'est lui qui avait remporté le prix de l'inventeur européen de l'année. Ça se passait à Venise. Cette récompense lui a été décernée par l'Office européen des brevets. Aujourd'hui, il fait de nouveau parler de lui pour une toute autre découverte. Je vous prie de bien vouloir accueillir le professeur Adnan Remmel. L'invité. Installez-vous bien confortablement. Merci beaucoup. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, merci bien. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement depuis Fès pour être avec nous sur le plateau en direct. Alors, les uns les autres, connaissiez-vous ce monsieur avant qu'il ne soit dans nos studios ? Très franchement, non. Très franchement, je l'ai connu quand tu nous as envoyé WhatsApp. D'accord. Non. Pourtant. Donc, vous ne le connaissez pas. Pourtant, il gagnerait. Et pourtant, il faut impérativement qu'il le soit. En 2017, les scientifiques du monde entier le saluaient et affirmaient que son innovation offrait un nouveau moyen de lutter contre la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques. À Venise, quelques 600 invités du monde, de la politique, des affaires, de la propriété intellectuelle et de la science s'étaient réunis pour sa remise de prix. C'était une très belle consécration. Il a montré en fait que les antibiotiques traditionnels liés aux huiles essentielles pouvaient être combinés pour décupler les effets. Il va nous raconter tout ça. Parce que ce que vous nous avez révélé, c'est que le Maroc a été... les huiles essentielles n'étaient pas brevetées jusqu'à présent. Et le Maroc est peut-être le premier pays, grâce à vous d'ailleurs, à breveter des huiles essentielles. Oui, effectivement, les huiles essentielles sont des substances naturelles très connues. Donc, on ne peut pas développer un médicament avec des huiles essentielles seulement et obtenir un brevet. Et bien sûr, les sociétés pharmaceutiques, une fois qu'un médicament a été mis au point, ils dépensent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements pour faire les essais cliniques, précliniques, développement pharmaceutique et tout ça. Et bien sûr, un laboratoire, quand il dépense beaucoup d'argent pour développer un médicament, il veut un retour sur investissement via le monopole que lui donne un brevet d'invention. Donc, s'il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de médicament, automatiquement. Et justement, moi, j'avais compris ce fait. Et j'avais, dans ma recherche, fait une observation, c'est que quand on associe certains antibiotiques avec certaines substances naturelles qu'on trouve dans les huiles essentielles, on obtient plus qu'une synergie, on obtient une potentialisation de l'effet des antibiotiques qui permet justement de casser la résistance, c'est-à-dire des bactéries qui étaient devenues résistantes aux antibiotiques redeviennent sensibles quand on associe les antibiotiques avec ces molécules. C'était en 2017. Alors depuis, donc, tous les scientifiques du monde entier ont salué cette découverte qui était une grande première. Est-ce qu'on connaît, bien évidemment, et vous nous avez rappelé quelques chiffres, on connaît quel est le lobby justement pharmaceutique, des laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que ce médicament est enfin mis sur le marché ?
Depuis on a dû faire beaucoup de travaux supplémentaires cliniques et aussi dans le laboratoire pour bien étayer le dossier. Parce que c'est le premier médicament dans l'histoire du Maroc, c'est le premier médicament qui a été développé par la recherche marocaine et par l'industrie marocaine. Ce n'est pas une multinationale avec qui je travaillais. Je travaille avec, je peux dire le nom? Bien sûr. Je travaille avec la boîte Sotema, qui est l'une des plus grandes boîtes de pharmaceutiques du Maroc. Et donc, c'est un médicament, comme on dit, 100% marocain. La recherche est marocaine, le développement pharmaceutique est marocain. Et puisque c'est la première fois de l'histoire, donc le ministre lui-même et son équipe ne voulait pas rater une marche. C'est-à-dire il voulait que le dossier soit le plus rigoureux possible. Qui c'est Aït Taleb, c'est ça? C'est Aït Taleb, oui. Mais même c'est le Waldé avant lui. Oui, mais c'est Doukali. Précédent, hein? Oui, parce qu'il y a eu rapidement 3 ministres qui sont passés. Et bien, tous les 3, ils m'ont dit la même chose. Ils voulaient que ce dossier soit bien ficelé pour qu'il ne puisse pas être critiqué d'aucune part. Et effectivement, c'est ce qui a pris un peu plus de temps. En plus, comme j'ai dit, c'est la première fois, donc tout le monde le fait pour la première fois. Ce 100% marocain, c'est intéressant pour la communication ici au Maroc, parce que comme vous le dites, c'est vraiment une première, c'est quelque chose d'extrêmement inédit. Mais est-ce que c'est un gage de qualité pour l'international qui ne définit pas le Maroc comme étant un pays vraiment de recherche scientifique? Oui. C'est quoi les retours que vous avez pu avoir peut-être de l'international? Oui, c'est vrai que dans le domaine de la drug development, c'est bizarre pour eux. Ça s'appelle drug development. Drug development, c'est bizarre pour eux qu'un médicament aussi important pour combattre un phénomène aussi important qui est la résistance aux antibiotiques émane du Maroc, puisque c'est le premier médicament du Maroc. Mais c'est la même chose qu'on m'a dit quand j'ai eu le prix de l'inventeur européen. Les grandes personnalités de l'Office européen des brevets qui avaient... si vous voulez étudier les dossiers des quelques 500 candidatures qu'il y avait là, ils m'ont tous dit c'est presque la probabilité est tellement faible d'avoir un brevet marocain nominé au prix de l'inventeur européen que ça relève un petit peu du miracle, parce que il y a des centaines de brevets américains, des centaines de brevets européens, des brevets chinois et japonais, alors que le Maroc, il a postulé avec 3 brevets. Et parmi les 3, il y en a un qui a été nominé parmi les 15 derniers, et en plus qui a obtenu le prix à la fin. C'est un petit peu... C'est remarquable, c'est juste remarquable. C'est remarquable, mais il faut pas oublier que le Maroc, c'est un pays ouvert sur le monde. Et les cadres marocains, moi par exemple, mais il y en a beaucoup, ils ont été formés de la même manière que les cadres américains et européens. Il faut juste faire en sorte qu'ils restent chez nous maintenant. Par contre, moi j'ai une question. Pardon Amine, vas-y. C'est le projet, ça fait 15 ans que vous êtes dessus, vous nous l'avez dit juste avant, mais en fait c'est le projet d'une vie, puisque vous étudiez les huiles essentielles depuis votre doctorat. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'arrête parce qu'on n'y croit pas, personne ne croit en moi? Est-ce que vous avez douté? Oui, depuis le début, vous savez, il y a des personnes très proches de moi, ma femme, qui est une excellente chercheuse, et au tout début, elle me disait, tu veux vraiment créer un médicament? Et je lui dis, oui, je vais le créer. Elle me dit, c'est pas possible. Et je lui toujours dit... Et bien maintenant, je lui dis, Cheikh Alek, madame. Voilà. Donc, il est un peu plus intelligent que ça. Je lui disais, ça ne prendra peut-être pas 5 ans, peut-être pas 10 ans, mais au bout de 15 ans, j'y arriverai. Et effectivement, au bout de 15 ans, j'ai déposé le premier brevet de médicaments pour un médicament humain. Et 15 ans après, on a l'AMM. Donc ça va, on est... Dans les temps. Alors comme vous... Non, juste savoir quel genre d'antibiotique c'est, quelque chose à large spectre ou c'est pour de l'amoxicilline acide clavulanique. Oui. Ouais, bravo. Vas-y, répète. Non, elle a retenu ça, s'applaudit cette table. Vas-y, répète. On est mal aujourd'hui. Parce que, non, c'est parce qu'elle a... Elle a un enfant. Hein. Vas-y.
C'est là. Amoxicilline, acide clavulanique. Oui, voilà, c'est le docteur Omar Tazi, qui était donc le PDG de Sotema, qui m'a dit on va choisir l'amoxicilline plus acide clavulanique comme premier médicament à développer, parce que c'est tout simplement le meilleur antibiotique de tous les temps et le plus vendu dans le monde. Et qui a rendu le plus de services à l'humanité. Malheureusement, avec le temps, maintenant, il y a la résistance à cette association amoxicilline acide clavulanique. Donc, nous, on l'a boosté. Et aujourd'hui, en boostant l'amoxicilline acide clavulanique, nous avons un médicament qui est efficace sur toutes les bactéries multirésistantes, quel que soit leur type. Est-ce que votre médicament peut être efficace contre le Covid ? Tout permet, toutes les données scientifiques existantes dans la bibliographie permettent de dire qu'il va être efficace. Moi, j'ai fait l'essai. Moi, j'ai quelqu'un dans mon oreillette qui me dit qu'un grand chercheur en France vous a appelé pour vous dire que c'était possible. Tout à fait, tout à fait. C'est un grand chercheur de l'Institut Cochin qui s'appelle Trottmann, Alain Trottmann, qui m'a appelé pour me dire votre médicament est sûrement efficace parce que nous, on a rajouté sur l'amoxicilline acide clavulanique, on a rajouté le cinéole, qui est donc l'eucalyptol, un composé qu'on trouve beaucoup dans l'huile essentielle d'eucalyptus. Et ce cinéole, maintenant, si vous tapez cinéole sur Google, vous allez voir, il a deux effets évidents. C'est antiviral, et il a été testé sur le Covid et ça marche tout seul. Et puis, il a aussi un effet sur le système immunitaire, c'est-à-dire qu'il bloque la voie qui mène vers ce qu'on appelle la tempête cytokinique ou le cytokine storm, et il oriente le système immunitaire vers la voie de la guérison. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit puisque la COP26 se clôture ce soir à Glasgow. Le monde entier est réuni pour tenter de trouver le moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a d'autres gaz qui préoccupent et ce sont ceux émis par les vaches. Et vous avez peut-être entre les mains, le professeur Adnan, la solution. Le méthane, vous connaissez ? Oui. D'accord. Vous savez que les vaches, avec leur roue et leur flatulence, seraient peut-être les plus polluantes. Eh bien, ce monsieur... Pendant leur digestion, en fait. Exactement. Alors, ce monsieur qui est installé ici, dans notre studio, a trouvé un remède à ça. Et il va nous le raconter. Non, mais quand j'ai comme chez... Et qui est déjà commercialisé. Et qui est Oui, déjà enregistré à l'ONSA et commercialisé au Maroc. Alors, et à on explique l'étranger. de quoi il s'agit, comment vous êtes arrivé à faire cette découverte. Oui. Quand mon brevet pour le médicament humain a été validé, on nous a dit c'est un brevet, vous avez un brevet. Je suis allé voir un grand spécialiste français dans le domaine de développement de médicaments, drug development, qui était à un moment donné directeur de recherche clinique chez une grande boîte pharmaceutique internationale. Et il m'a dit, voilà, votre médicament est génial, je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès et tout, mais ne croyez pas qu'il va sortir sur le marché demain. Entre le moment où vous avez le brevet et le moment où le médicament va sortir, même si vous étiez une big pharma, ça vous prendra au minimum 12-15 ans. Contrairement au vaccin Covid. Alors, il fallait que je m'occupe pendant ces 12-15 ans. Donc, je me suis tourné vers le développement de médicaments vétérinaires. Et tous les vétérinaires que j'ai rencontrés avaient la même idée. Si tu veux développer quelque chose, il faut trouver quelque chose pour lutter contre la résistance aux antibiotiques chez les animaux. Parce que en médecine humaine comme en médecine vétérinaire, avant on donnait des antibiotiques, ça marchait. Maintenant on donne des antibiotiques, ça ne marche plus. Sans parler du problème des bactéries résistantes chez l'animal qui vont être transférées à l'humain via la voie alimentaire. Oui. Cette découverte, vous l'avez testée. Tout d'abord, ça a été justement sur la volaille, jusqu'à ce que vous la testiez réellement sur des vaches. J'ai commencé par un produit qui remplace les antibiotiques et les antiparasitaires dans l'alimentation de volailles. Et voilà que quelques éleveurs ont donné mon produit à des vaches et à des moutons.
Et ils m'ont dit, votre produit il est excellent pour les vaches et les moutons, alors qu'il n'était pas développé pour les vaches et les moutons. Et puis j'ai eu d'autres demandes venant d'autres professionnels qui m'ont dit, mais tu as développé quelque chose pour la volaille, fais-nous quelque chose de bien pour les vaches et les moutons. Et quand j'ai regardé, j'ai fait une veille technologique sur ce qui se passe dans le monde à propos des vaches et des moutons, surtout les vaches laitières et les taurillons, j'ai trouvé que la grande problématique, cette fois-ci, ce n'était pas les antibiotiques, un petit peu les antibiotiques, mais c'était le méthane. Parce qu'une vache laitière ou un gros taurillon, eh bien, il dégage autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui roule 100 km. Effectivement. C'est énorme. C'est énorme. Donc, sachant qu'il y a... Donc, vous avez reproduit en fait l'appareil digestif des ruminants. Voilà, au laboratoire avec une jeune femme. Pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur et pourquoi. Voilà, une jeune qui était déjà docteur en médecine vétérinaire, que j'ai inscrite en doctorat scientifique à la faculté des sciences. On a développé un rumen artificiel au laboratoire. Et on a commencé à tester déjà tout ce qui était déjà connu dans la bibliographie, dans les brevets, dans les publications. On a rajouté un petit peu de ce que nous connaissons sur les huiles essentielles, les antioxydants et tout. Et nous avons testé plusieurs compositions jusqu'à trouver une composition qui nous donne une très bonne réduction de production de méthane. Et à ce moment-là, nous sommes allés tester ça sur le terrain avec quelques éleveurs. Et avec les éleveurs, c'était pour voir si c'était bénéfique pour la production laitière, la production de viande, la santé de l'animal. Effectivement, on a obtenu d'excellents résultats sur le plan zootechnique. Ensuite, il fallait voir... Zootechnique, définition. Zootechnique, c'est-à-dire ce que cherche l'éleveur. L'éleveur, il veut que son animal ne tombe pas malade, il veut qu'il grossisse, il veut qu'il produise du lait, il veut qu'il ne mange pas beaucoup, etc. Et tout ça, on l'a eu. Professeur, si vous le permettez, on va continuer à parler de ce sujet parce que Yacine a des questions à vous poser. On va juste enchaîner. Bac S, c'est des bac S. Je vous ai dit quel S. Ne m'énerve pas. On va parler cette fois-ci d'un sujet qui fâche. Les impôts. Ne vous inquiétez pas, ne me regardez pas comme ça. Je ne vais pas vous demander si vous payez vos impôts ou non. C'est le reportage de la semaine de Salima. Jingle. Le reportage de l'hebdo. Alors, le ministre de la Justice a mis les pieds dans le plat et le plat est brûlant. Il a affirmé, et il a donné un chiffre plutôt, qui a mis le feu aux poudres. Les avocats du royaume ne paient que 10 000 euros d'impôts par an. Et oui, cette déclaration... Dirhams, j'ai dit quoi? D'euros, ouais. Non, 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. 10 000 dirhams 1000 par euros, an. si vous voulez. Voilà, par an. Cette déclaration, elle a fait l'effet d'un tremblement de terre puisque effectivement, il a annoncé le chiffre 95% des avocats paieraient cette somme. Déjà, que pensez-vous de cette déclaration de Abdel Wahhabi? Je vous pose la question. Est-ce qu'il est dans son rôle de ministre ou est-ce que vous l'avez trouvé un peu dur? Moi, je trouve qu'il est dans son rôle. Rappelons juste, il est ministre de quoi? De la justice. De la justice. Pourquoi il parle d'impôts Exactement, moi je pense qu'il parle n'est pas des dans son rôle. Oui, mais c'est quoi le rapport avec la justice? Oui, mais il parlons est là. Parlons de la structuration du métier, enfin des choses qui sont relatives au métier, pas des choses qui sont relatives au... éventuellement, ça irait mieux. Mais il est là quand même pour réformer une profession peut-être ou Oui, mais pas la fiscalité de la profession. Si ça intéresse au secteur, pourquoi pas? Parce que c'est pas son rôle. Bon, de toute façon, les réactions ont été pareilles chez les avocats. On est avec vous. Non, mais les avocats, c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de payer plus. Bon, du côté des avocats, l'annonce est loin, très loin de faire l'unanimité. Alors la solution qui fait grincer des dents, avancée par Wahhabi, la voici. Plutôt que de faire tout seul ces déclarations, le ministre de la Justice propose l'instauration d'un système qui permettrait à l'avocat de payer un impôt associé à chaque dossier, en même temps d'ailleurs que la taxe judiciaire, puisque cette dernière fonctionne déjà de cette manière. Une partie de la profession a mal pris ces déclarations, et voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook de Maître Aziz Rouiba, je ne sais pas comment, voilà, avocat au barreau de Rabat. Monsieur le ministre s'est adressé aux huissiers de justice avec solidarité et enthousiasme, alors qu'il s'est adressé aux avocats avec arrogance. Donc voilà, le mot est là. Arrogant, pas arrogant. Au-delà de ça, nous, on veut savoir si la proposition du ministre est réaliste. Alors, j'ai contacté 4 avocats de manière totalement aléatoire. Sous couvert d'anonymat, ils n'ont pas souhaité réagir sur notre antenne. Tous estiment irréalisable de telles propositions. Ça rejoint ce que tu dis,
Amine, première raison avancée, il n'existe pas de grille tarifaire qui permettrait de classifier les honoraires. Combien l'avocat a-t-il réellement facturé son dossier, l'affaire? A-t-il été payé au moment où la taxe doit être reversée? Bref, l'impasse. On a posé la question à un conseiller juridique. Que faire? Quelle est la solution? Écoutez-le en arabe, on revient sur sa déclaration en français juste après. هذه راه مجرد فكرة تفتقد الأساس القانوني ولبلورتها لابد من وقع آليات لاحتساب الضريبة عن كل ملف حسب حجمه مع هذا إذا ما تم إقرار رسم ضريبي قار لكل الملفات. Voilà, donc concrètement, voilà ce que dit Abdelhamid Hellal. Il faut construire une base légale, mettre en place de nouveaux mécanismes pour que la taxe puisse être calculée sur chaque dossier, sauf si une taxe universelle, pourquoi pas, ce qui l'étonnerait beaucoup, quand même soit instaurée. Il propose en fait une refonte du système. Il semblerait de toute façon que c'est ce qui est prévu, puisque l'OABI prévoit plein d'échanges, plein de réunions avec la DGI pour fiscaliser la profession et remplacer l'actuel régime défaillant. Il s'agit aussi de repenser la plateforme mahakim.ma pour y parvenir. Donc en fait, c'est un peu le château de cartes avec juste la carte au-dessus, mais pas le truc en dessous. Oui. Est-ce que c'est pas courageux de sa part de mettre les pieds dans le plat quand même? C'est légitime finalement parce que les arguments que j'ai entendus de la part des 4 avocats anonymes, c'est oui, c'est hyper complexe en fait de pouvoir. Non, c'est comme nous en tant que freelanceurs par exemple. À chaque fois en fait que je paye une facture, en fait il y a un pourcentage en fait. Ouais, mais tu as employé le mot magique qui était facture. Oui, voilà. C'est exactement le problème. Justement, il dit que c'est facile. Quand à chaque procès, ils connaissent parfaitement. Oui, mais justement, à chaque procès, on ne sait pas combien l'avocat, on ne sait pas combien l'avocat était réellement payé. Il doit être payé ce qu'il a facturé. Mais moi, ce qui me gêne, surtout, c'est l'outil de paiement. Excuse-moi, qui permet de gérer une comptabilité. C'est dans ce cas-là, c'est fini l'espèce pour l'avocat, c'est chèque et ou c'est une facture qu'on sait. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas tant que le débat soit mis sur la table, parce qu'il est légitime de le mettre sur la table. Bien sûr. Après, moi, ce qui me gêne, on m'a demandé mon avis, c'est que c'est pas au ministre de la Justice de le faire, c'est tout. Oui, là où mais pourquoi pas? Il est membre du gouvernement. Il essaye de trouver des solutions par rapport à la profession. Mais ceci relève de la fiscalité, ceci ne relève pas des textes de loi. Et justement, la DGI mais là, on te montre la lune, dossier. tu nous parles du doigt. Bah non, oui, excuse-moi. Non, si, je suis d'accord avec Yacine. Non, je trouve le débat salutaire et légitime. Et alors, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais il est dans sa place. Mais puisque les autres ne le font pas. Ah ben c'est leur problème. Ah bah oui, donc tu laisses les choses. Non, je laisse rien, mais je dis juste que c'est pas. Est-ce que professeur, c'est courageux d'un ministre de mettre les pieds dans le plat comme ça ou pas? Oui, je trouve que c'est le rôle de tout ministre, c'est de faire des propositions de réforme. Il ne propose rien, il dénonce. Ouais. Ah non, il y a des rencontres, il y a des échanges qui sont prévus avec la profession. Ça n'a pas été dit. Si. J'ai dit il y a des rencontres qui sont prévues avec la DGI. Exactement. Et que tu m'écoutes pas. C'est des propositions qu'il a faites. Il n'a pas imposé et il n'a pas dénoncé. Il a dit le chiffre effrayant. C'est vrai que ça fait énormément polémique. Et la profession prévoit de le rencontrer, enfin les associations, etc. Et même les avocats, ils disent que c'est bien qu'ils mettent le doigt dessus. Certains en tout cas. Oui, pas tous. Il y a une autre solution, rapidement. C'est par exemple comme les... On met tout sous le tapis. Comme les notaires, vous savez, c'est le justiciable qui paye et qui paye à une instance ou je ne sais. Voilà. Et de cette somme, il y a une partie qui est prélevée. Voilà. Donc pourquoi pas? À la source. Oui. Donc exactement. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Non, ça tu demandes l'avis au fiscaliste que je suis, mais t'es sérieux? Ok. J'ai même pas de bac S. On en revient à votre découverte, professeur Remel. Tu voulais poser une question, Yacine. Exactement. Moi, je suis hyper content, hyper heureux, hyper fier parce qu'on a à côté de nous une imminence, une personne qui c'est limite révolutionnaire. De renommée internationale. Je pourrais écrire ça sur mon CV, un de ces quatre. Mais là, concernant la partie médicaments, méthane, avec tout le respect que je vous dois, j'ai l'impression en fait, que vous nous vendez en fait, l'image d'un médicament miracle qui permet, à côté de garantir une production sans faille, plus importante, tout ça, machin et tout. J'ai l'impression en fait, je parle pas de vous, mais du discours d'un commercial. D'un commercial qui vend plus en fait des arguments pour des éleveurs.
le revers de médaille. Le consommateur dans tout ça. On a déjà vu auparavant en fait que les viandes bourrées aux antibiotiques, que la bouffe, tout ce qui est transgénique, tout ça, machin et tout, a des répercussions sur le. Quel est le réveil de la... Je suis ému. D'accord. Je suis ému, messieurs. Je t'aide, Yassine. Il veut dire quoi au juste? Quel est le revers de la médaille? Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est hyper simple. Zemmour a dit 133 fois arabe, tu as dit 133 fois machin, chose. Machin, chose. Machin, chose. 93, mon frère. C'est vrai, dans j'ai 30 l'habitude est-ce que... d'entendre Oui, ça. c'est Adam Smoum. J'ai l'habitude de ces jeunes. Est-ce que clairement et concrètement aujourd'hui, après votre découverte, elle a été testée, elle est même vendue à l'étranger, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats. Voilà. Est-ce que ça va être déposé, breveté, Oui. et est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une annonce à l'international au moment justement où on cherche des remèdes? Ouais, justement, il faut dire que la dernière décision prise à la COP26 de diminuer de 30%, il y a plus de 100 pays qui ont signé une convention à la COP26 pour diminuer de 30% le méthane. Avant, on ne parlait pas beaucoup de méthane, on parlait que de CO2, sachant qu'un litre de méthane est 25 fois plus toxique pour l'environnement que 1 litre de CO2. Donc, notre invention qui était là, c'est-à-dire on a obtenu l'enregistrement au Maroc il y a plus d'une année, on a obtenu l'enregistrement en Arabie Saoudite, aux US et aux Émirats depuis 10 mois. Et on est en train de déposer un dossier d'enregistrement en Suisse, en Europe et aux États-Unis. Alors répondez à la question d'Yassine, sinon il va être très vexé. Alors si la vous lui question répondez d'Yassine, pas quand même. effectivement, c'est très simple. Comment se fait-il que le même produit qui diminue de 30% le méthane améliore la production de lait, de viande, etc. C'est ça la question. Et surtout le consommateur. Et le consommateur. Ouais. Alors, déjà, je vais vous expliquer la première chose. C'est que quand vous nourrissez une vache ou un ruminant, en fait, vous nourrissez pas l'animal, vous nourrissez les microbes qu'il a dans son système digestif. Et ces microbes qui sont dans le système digestif, ils vont prendre de la matière des aliments et les transformer en méthane, qui est une énergie perdue et polluante. Nous, quand on agit sur ces microbes, parce que nous, on n'agit pas sur l'animal, on agit sur les microbes qu'il a dans son intestin. Vu que c'est un antibiotique. Voilà, vu que les huiles essentielles ont un effet antimicrobien, et on n'utilise pas que des huiles essentielles, on utilise aussi d'autres substances. Et à ce moment-là, on favorise les bactéries qui ne produisent pas de méthane au détriment de celles qui produisaient du méthane. Et cette énergie qui était perdue sous forme de méthane, elle est utilisée par la physiologie de l'animal pour faire du lait, de la viande, etc. Une question très rapidement, si possible. Mais la réponse sera-t-elle très rapide? Oui, j'espère bien. Mais Alors la question, très c'est par rapide, rapport à votre produit, très rapide, à votre professeur, antibiotique s'il vous dont on a plaît. parlé au tout début. Est-ce qu'on a une chance de le voir arriver sur le marché qui pourrait éventuellement traiter le Covid sous peu ou du moins dans des délais raisonnables? Il reste une chose, c'est une publication dans le bulletin officiel. Donc, si Tout est prêt. Tout est prêt. Si l'imprimerie officielle Donc veut bien... début 2022, Voilà. il pourrait être sur le marché. Avant, et comment il va moi, s'appeler je dirais, ce médicament? courant décembre, il sera sur le marché. Comment il s'appellera? Il s'appellera Olipen. Mais vous vous rendez compte que c'est un scoop mondial. Mais pourquoi le pen, monsieur? Pourquoi le pen? Non, mais sérieusement, pourquoi le pen dans le nom? C'est Oli. Pénicilline. Ça aussi, c'est le choix du docteur Omar Tazi, Allah yarhamou. C'est lui qui avait choisi ce nom. Oli, c'est l'oil, c'est les huiles. Et pen, c'est pénicilline. Parce que l'amoxicilline, c'est une pénicilline. Vous vous reposez de temps en temps en dehors de vos recherches? Quand tu dors. En fait, je trouve mon repos quand je suis avec mes jeunes dans mon équipe, en train de faire de la recherche avec une multitude de jeunes qui me donnent leur jeunesse. Vous passionnez pour le sport, par exemple? J'adore le sport. Vous aimez le foot? J'aime le foot. Oh, je viens de le trouver, hein, Amine. Amine, je t'ai trouvé. À chaque fois, on pose la question à nos invités. Ça fait 2 mois que je vis calvaire. On me ramène que des et le bons pauvre, sportifs. il est désespéré parce que je ne lui ramène que des c'est qui ne sont pas. Parce qu'on a un grand militant pour la réouverture des stades au public. Oui. Vous aussi, ça vous manque?
En fait, moi, j'ai emmené mon fils quand il avait 10 ans au stade une seule fois et j'ai décidé de ne plus le ramener. Vu le climat qui règne dans les stades, etc. Mais le football, le sport en général, on est passionné, ma femme, moi-même, mes enfants. Et d'ailleurs, le MAS, le Barça, le Real, le Wydad, le Raja, etc. Oh là là, c'est formidable. Il n'y a rien, Ramenez-le ça plus joue. souvent. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Le football féminin à l'honneur cette semaine? Un peu de tout en fait, mais avant tout, j'aimerais, chers amis, chers vous tous, vous présenter par la présente mais plus plate confuse. Voilà. Parce que la semaine dernière, en fait, je vous faisais l'apologie du plus grand derby du monde, du plus enflammé, du plus passionné et passionnant, du plus impressionnant aussi. Ouais, ça fait un le peu fameux pchit. derby et flamboyant de Casablanca, entre le WAC et le Raja. Eh bien, chers amis, sachez que j'ai eu tort et je m'en excuse. Parce que ce match qui s'est terminé sur un triste 1 partout a été une purge sans nom. Donc une bouillie de foot en fait cuisinée par 22 escrocs qui nous a non seulement ennuyés, mais surtout fait regretter personnellement. Il y a des extraits. Ah oui, d'avoir mis mon immense talent de tribun à vous en faire la promotion. Et je m'excuse aussi parce que je vous ai fait pas perdre mon temps. Et donc j'en profite pour joindre ma voix aujourd'hui à ces nombreux supporters du WAC et du Raja qui, malgré les bons résultats de leur club en ces débuts d'année, font toujours la gueule et réclament à leurs entraîneurs respectifs, comme je l'ai dit la semaine dernière, un peu plus de jeu et de spectacle. Pas très objectif. Hein. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que l'horrible chose à laquelle nous avons assisté le week-end dernier est le plus parfait exemple de ce que je viens de dire. Du coup, il fallait une conséquence à tout ça. Donc elle est tombée cette Bien semaine. évidemment, ça va être l'entraîneur, tu vas me dire. Les deux entraîneurs. Tu vois que je t'y connais en foot. Non, mais ça voilà. Moi, donc elle est tombée en ce début de semaine avec le limogeage attendu de le Saad Chabi, donc l'entraîneur tunisien du Raja. Et je dis attendu pourquoi? Parce que le Raja vient également de changer de président et de comité la semaine dernière. Et comme tout, effectivement, nouveau venu, ils ont cru bon de se dire qu'il fallait frapper un grand coup dès leur arrivée. Histoire de marquer leur territoire, vous savez un peu, on est dans l'imagerie animale. Attendu donc là, le limonage de l'entraîneur, mais pas forcément justifié, sachant que le bonhomme a gagné en moins d'une saison 2 titres continentaux, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc toi. Fait dauphin du champion l'an dernier. T'arrêtes de montrer du doigt de tout ce que je sais pas. On fait des news, alors je suis un tout petit peu ce qui se passe. Qui s'y connaît le moins, donc le Raja fait dauphin l'an dernier du grand Wydad, et fait surtout un début de saison tonitruant cette saison avec des stades de fou. Donc en fait, prendre le risque de tout chambouler, donc de casser cette belle dynamique qui dure depuis un an, n'apparaît selon moi pas comme l'idée du siècle, mais dans l'air du temps, vous savez. Parce que depuis le début de la saison, figure-toi, cher Fthia, qui a débuté à 2 mois seulement, déjà 8 entraîneurs ont été virés de leur poste. Donc on est quand même mieux comme énorme quand même. Bien sûr, 8. C'est donc la moitié des clubs de Botala 1 qui a décidé en 2 mois seulement qu'il ne fallait pas donner le temps au temps, ni la chance au produit comme on dit. Comme si un homme, quel qu'il pouvait être en fait, pouvait créer quoi que ce soit en si peu de temps. Du coup, voilà donc pour moi une super occasion de vous ramener ces stats qui tuent. En 113 ans d'existence, je répète bien 113 ans, la prestigieuse équipe nationale d'Allemagne, 4 fois champion du monde, 3 fois champion d'Afrique, n'a eu dans toute sa glorieuse histoire que 11 entraîneurs. Champion d'Afrique? D'Europe, je dis d'Afrique. Pardon, d'Europe, je suis africain. Il est bouleversé. Voilà. 11 entraîneurs en 113 ans. Je le répète pour ceux qui auraient été distraits. 11 entraîneurs en 113 ans. Voilà. Donc il faut vraiment croire qu'on a les dirigeants de foot qu'on mérite, et finalement, c'est bien triste. Je vois que tu as laissé que 2 petites minutes pour nous parler du sport féminin. Ben oui, j'aimerais quand même finir sur cette brillante chronique par une note positive. Elle s'appelle Sana Msaoudi, qui est joueuse de l'équipe féminine des Forces armées royales, donc les phares. Une femme qui est aussi talentueuse et lumineuse, qui pour son premier match en Ligue des Champions africaine a battu les Rivers Angels du Nigeria au stade Selem Oker, et à elle seule, elle a mis un fabuleux triplé. Donc sur ces seules actions, on a vu plus de foot, de talent et de technicité que sur l'ensemble du derby Casablanca. C'est terrible, hein, comme je m'en remets toujours pas. C'est terrible. Sinon, j'aimerais quand même vous rappeler que notre équipe nationale de foot, avec Vaïd, va jouer un match qualificatif pour le second tour qui va la mener au Mondial Qatari, tout juste à la fin de cette estimable émission. Voilà, donc je devais S'il n'est pas viré avant. Son Nasser. Est-ce qu'il va être viré avant? Non. Nous acceptons tes excuses. Merci. Parce que c'est vrai que tu nous l'avais tellement vendu, ce match. Attends. Non, mais je vais t'épater de la terre et de l'univers. Il l'a tellement vendu, quand même, le derby du monde. Le flamboyant. Donc Fethria, elle a fait quoi? Elle s'est dit, pour la semaine prochaine, je vais pas revenir comme une naze. Je vais regarder le match. Je vais donner un peu de travail à Oumaïma. Qu'elle fasse une demi-heure. J'ai subitement et violemment honte. Au bout d'une demi-heure, j'étais là. Non, mais
Non mais il a rigolé l'autre là. Ouais. Il nous l'a fait, à l'envers. Moi j'ai bien aimé cette chronique, surtout j'ai découvert un nouveau mot, c'est le limonage. Limogeage. Qui est le cousin du limogeage. C'est on limoge quelqu'un avec limon. Voilà. Mais c'est parce que j'ai été impressionné par la prose de Fetier au début. Et ensuite à l'affaire qui est venue, qui nous en a mis plein la gueule. Donc par la suite, c'était très très compliqué d'être. Limonage, j'ai dit ça. J'ai dit africain au lieu d'européen. Après le sport, la tradition dans cette émission de l'hebdo, c'est de parler de musique, de beaucoup de musique, de vous faire découvrir des artistes. Et celui qu'a choisi aujourd'hui Yacine, me semble-t-il, je pense que vous devez le connaître puisqu'il s'était produit au Festival des musiques sacrées de Fès. Yacine Tabouktirt, la pépite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Donc, messieurs, dames, pour cette chronique relativement spéciale, j'aurais besoin de ma moitié parce qu'à deux, on forme un être humain de taille normale. Il y a donc, notre elle va chef distribuer de prod en fait. qui arrive, que se passe-t-il ? Elle va vous distribuer des jolis dessins. On va en parler tout à l'heure. Donc, messieurs, dames, la question existentielle que je me suis posée cette semaine est la suivante. Où et quand s'arrête la liberté de et dans l'art ? La réponse, messieurs, dames, mon mur. Donc avant de vous expliquer cette réponse qui peut vous paraître bizarroïde, comme votre humble serviteur, voici les citations que nous donne Google quand on lui pose la question. Selon Henri Matisse, un artiste est un explorateur. Ouakhassi dit, il n'y a pas de problème. Victor Hugo nous dit que celui qui veut la liberté de l'art doit vouloir la liberté de la critique, pas de lézard. John Kennedy pense que l'art est le fruit de la créativité des gens libres, parfait. Et un mec que je ne connais pas du nom de Ptahhotep, apparemment c'est un vizir sous le règne du pharaon Djedkar Izezi, nous affirme que l'art n'a pas de limite et aucun artiste ne possède la perfection. Et c'est cool, c'est zouin sur le papier, mais frérot, c'est pas une raison pour que cette liberté devienne une fracture de l'esprit. Je m'explique. La semaine dernière, j'ai demandé à un jeune peintre de refaire le mur d'une petite maison de campagne. Jusque-là, rien de ouf. Une couche de peinture, un pinceau et le tour est joué. Eh ben non, à mon retour, le mur du salon est devenu un ciel violet où des oiseaux ressemblant plus à des ptéranodons dinosaures volants voltigent dans un champ de plantes carnivores, comme vous pouvez le constater sur cette photo que vous verrez s'afficher sur votre écran si vous regardez l'émission sur les réseaux sociaux. Sinon, faites appel à votre imagination. Alèche, pourquoi tu fais ça ? Alèche, explique-moi, jeune padawan. La réponse de l'apprenti artiste fut « Je voulais te faire plaisir ». Heureusement qu'il y a d'autres formes d'art qui me font plus plaisir que ce gribouillage naïf et maladroit. Prenons par exemple la pépite d'aujourd'hui, une rencontre improbable entre la musique arabe, la poésie persane mystique et les chants gutturales de Mongolie. Monir Troudi, chanteur tunisien dont l'univers musical mélange subtilement les chants soufis et bédouins aux musiques actuelles, porte ce poème de Mansour Hallaj, Qaddasallahu sirrah, comme disent les soufis, le tout nappé par des voix chamaniques venues tout droit des hautes stèles mongoles. Monir Troudi, Evgeny Sariglar et Alkan Orzak avec Wallahi law halif al-ushaq. En fait, je pense que vous étiez tous distraits un peu par l'image. Mais moi, je trouve très beau ce dessin. Non, mais moi j'étais dans le dessin. Monsieur, dame, alors je rappelle. Excuse-moi, j'ai pas tout compris. En fait, alors, Yacine avec le dessin. Je vous explique. Je suis confuse. Alors, comme je l'ai dit dans la chronique, en fait, j'ai demandé à un peintre de bâtiment de peindre en fait un mur. De couleur. Faire une monochromie en fait, juste une. Et couleur. il a dessiné ça, messieurs dames. Mais c'est très je suis rentré et dans le salon il y avait des oiseaux. Enfin Mais c'est génial. Il est super beau. Ah bah oui. C'est pour ça que la pépite questionne sur la liberté de l'artiste. Mais tu es un artiste, mais pourquoi tu fais ça dans mon salon ? Mais tu l'as déglingué le mec. Ben oui. Ben oui, je l'ai déglingué. Mais pourquoi, Mskin ? Mais pourquoi c'est... Parce que t'as pas fait ça dans un salon, mais vous êtes fous quoi. Moi je trouve ça très joli. Mais c'est super beau. Célima, aide-moi s'il te plaît, fais quelque chose. Je te laisse dans ta galère, mais oui, je suis d'accord avec toi. Allez, il nous reste quelques minutes de fin avec notre invité. Professeur Lemel, je sais même pas ce qu'on peut vous souhaiter, parce que c'est déjà tellement énorme ce que vous avez fait, et pour le Maroc, et même en termes de découverte à l'international. On croise les doigts, en fait, avec cette nouvelle découverte pour les ruminants. Vous vous êtes déjà mis sur autre chose ?
Oui, je. Ah ben voilà. Faire Il n'arrête pas, je vous dis, il n'arrête pas. repousser des Non, cheveux. je reste toujours dans le même contexte, c'est-à-dire remplacer des produits chimiques qui, avec le temps, on a maintenant la preuve qu'ils sont néfastes pour la santé du consommateur et pour l'environnement, les remplacer par des produits d'origine naturelle qui font la même chose, voire mieux, sans avoir ces effets négatifs ni sur la santé du consommateur, ni sur l'humain. Et donc, j'ai pas mal travaillé depuis une dizaine d'années sur la mise au point de substances qui peuvent remplacer les pesticides dans la production végétale. Et nous avons réussi aujourd'hui, nous avons des... Alors du bio, c'est essentiel. Et en termes de marché, ça peut représenter... Tout à fait. Et nos produits ne sont pas plus chers que les pesticides. Ils sont plus efficaces. Ils n'ont aucun effet néfaste ni sur l'environnement, ni sur la santé du consommateur. Je vous promets, alors retenez... Oui. J'ai dit, je vous promets, j'en achète. Ah ben moi, la première également. Mais retenez bien ce nom. Rapidement, Fethria, dans 50 ans, ça ne marchera plus finalement. Est-ce que les antibiotiques, les bactéries seront résistantes aux huiles essentielles? Non, il n'y aura pas ce problème parce que le mécanisme d'action des antibiotiques n'est pas celui des huiles essentielles. Et une petite parabole, c'est que les antibiotiques, c'est comme une clé qui ouvre une serrure très spécifique. Il suffit qu'il y ait une petite mutation dans la serrure pour que la clé ne marche plus, et c'est ça la résistance. Les huiles essentielles, ce n'est pas des clés qui ouvrent une serrure, c'est des gros marteaux qui cassent la porte. Super. Donc, mutation par mutation, la porte sera cassée. Donc, il n'y aura jamais de résistance aux huiles essentielles. On va remettre en fond la musique, ce magnifique morceau que nous propose Yacine aujourd'hui. Retenez bien ce nom, Olipen, peut-être, dès le mois prochain dans nos pharmacies. Un nouveau médicament 100% marocain, une découverte 100% marocaine. Et vous savez quoi, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, tous, et d'applaudir ce monsieur, sauf vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Allah